les, les, le paquet minimum, etc., etc. On faisait après avoir fait le recensement. Et deuxième chose, on avait ce qu'on appelait le plan quinquennal, c'est-à-dire le plan, le déroulé de l'économie sur 5 ans. La gestion de l'investissement public tous les 5 ans. Ça, on concevait ça sur un cycle de 5 ans. La planification de l'investissement public se faisait sur un cycle de 5 ans. Une fois qu'on avait fini le recensement, on recensait les projets des populations. On disait au président, voilà, dans telle région, il va avoir ça, il va avoir ça. La population progresse comme ça va être ceci là. Et on mettait en place dans telle région, il y a eu tel trouble. L'origine du trouble, on voit bien que s'il y avait une école, il y avait un dispensaire dans telle localité, on n'aurait pas eu ça. Parce que on soumettait ça. Et on amenait tous les projets à Yaoundé. Au ministère, il y avait une commission qui se réunissait et travaillait. L'Assemblée nationale, même si elle est déjà gouvernée par ordonnance, mais l'Assemblée nationale quand même se réunissait. Regardez sur les pages de Marigon, Bois, Marcel, il y a des choses sur la toile. Mais ça n'intéresse pas les gens. Ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Moi, je passe des heures sur la page de Marigon, Bois, Marcel, je lis, je regarde les photos, je regarde les commentaires. Vous apprenez beaucoup de choses. Nous, on a connu les Bongosso à EDA. Tout petit. On voyait comment ça s'est passé. Il y avait une planification. Tu es arrivé à EDA, tu veux faire l'agriculture, Bongosso te disait, je vais te trouver 400 étapes que tu fasses l'agriculture si tu veux faire l'agriculture. Parce que ça lui permettait d'aller à Yaoundé quand il y avait la commission qui se réunissait, eux avaient les députés de la Sanaga maritime, je dis ça pour Cyril Yambert, ils se réunissaient et ils demandaient des dotations en disant, voilà, nous pensons que chez nous, il y aura 2000 hectares d'agriculture. Il y avait une allocation plus ou moins juste des moyens pour que voilà, les gens partout, des projets sortent de terre. Et donc, quand vous baladez partout au Cameroun, il y avait l'argent coulait. Parce que les gens faisaient l'agriculture, les gens faisaient le transport, les gens faisaient déjà la petite industrie, les gens gagnaient les marchés publics, etc., etc. Les gens étaient embauchés dans l'administration, il y avait la croissance économique, il n'y avait pas beaucoup de corruption et de détournement des fonds, etc. Parce qu'à de lutter contre la corruption, il était impitoyable là-dessus, etc. Et ça commençait, l'économie du pays se portait mieux. Résultat des courses. Sur un cycle de 12 ans, nous sommes devenus un pays à revenu intermédiaire. Je dis ça parce que il y a des gens qui n'y croient pas, mais je vous dis, vous avez vu vous-même, on a annoncé la croissance 2024 au Niger sera de 11%. Et on annonce déjà que la croissance 2025 au Sénégal sera de 11%. Parce que dès que vous faites des réformes, vous commencez à avoir des croissances, des vraies croissances à 2 chiffres. Des croissances à 2 chiffres. Et je vais expliquer ce soir. Vous allez bien comprendre pourquoi des pays comme le Niger se projettent déjà sur une croissance à 2 chiffres. C'est bien le Fonds monétaire international qui annonce une croissance à 2 chiffres. Je ne sais pas, je n'ai toujours pas retrouvé. J'ai ça, le template Excel, mais j'ai tellement de fichiers, de dossiers là. Je ne sais même plus dans quel dossier je l'ai gardé. Il faudrait que je m'asseye. Si je ne trouve pas, je vais faire le direct sans ça. Parce que je vous aurais montré comment, quand on met une donnée, ça fait la, ça, on met une donnée, ça fait la mise à jour. Quand on donnait. Tu n'es pas Bassa, je sais que tu n'es pas Bassa. Donc, il y avait ça, l'économie, la planification. Quand on dit économie, je vous explique ce qu'on met dans l'économie. Le plan, la planification et l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. C'est important. Vraiment, le jour où on a un président sérieux qui va dire que je ronne pour les élections au Cameroun, je veux vraiment faire quelque chose, il faut ramener le plan, l'économie, le plan et l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. En France, quand Macron a été élu président, il a promis qu'il allait faire l'aménagement du territoire. Ça, c'était pour, on appelle la décharge. Rapidement, il y a certains groupes d'intérêt qui sont venus le voir, lui dire, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Hulot. Rapidement, il a abandonné ça et vous voyez comment ça se termine là très rapidement. C'est les populations dans les zones rurales qu'on a abandonnées qui votent le Front National. On va vers l'hécatombe. Voilà, il avait créé un ministère de, voilà, de la cohésion des territoires. La cohésion des territoires, ouais. L'aménagement du territoire, Soaïdou. C'est à travers la politique d'aménagement du territoire que vous corrigez les frustrations. Ah, il manque tel groupe ici, ok, on met un fonds spécial. Il y a ceci. Par exemple, quand il y avait l'aménagement du territoire sur Aïdjo, il n'y a pas eu d'explosion sociale à Douala. Les gens ne venaient pas à Douala, les gens partaient même plutôt de Douala pour rejoindre l'arrière-pays. Les gens allaient s'installer à Yabassi parce qu'avec l'aménagement du territoire, on crée des opportunités. Parce qu'une fois, le gars m'a dit, j'ai dit non, écoute, si moi là, il m'était donné de décider pour en finir avec Douala,
Prenez le triangle de terre quand vous arrivez à aider à la route qui va à Kribi là. Prenez le triangle qui fait la route qui va à Kribi sur 50 km. Vous prenez la route qui monte à Yaoundé, dans le carrefour là. La route qui monte à Yaoundé, vous avez un carré là. Prenez le carré là, vous prenez 50 km en montant pour aller à Yaoundé, 50 km pour aller à Kribi. Vous taillez là, vous faites une zone industrielle et vous construisez les logements en face. Vous allez voir ce qui va se passer. Et vous réhabilitez la ligne de chemin de fer, vous faites un quai à la gare d'EDA et vous faites une passerelle parce qu'on ne peut pas laisser que les gens passent là, etc. Parce que même les feux rouges, ça ne va pas arranger. Vous faites une passerelle pour qu'on puisse passer en bas. L'agent du BTPSA fait ça. Mais rapidement, vous allez voir que beaucoup d'unités industrielles vont être démontées à Douala pour aller installer à EDA. Est-ce que ça a été fait? Non. Même le projet de la LUCAM, Aïdjo avait installé ça où? À EDA. J'ai filmé hier avec mon téléphone portable, je vais vous montrer comment on fait la navigation fluviale ici en ville. Les bateaux passent avec chargé de marchandises, les charbons, les trucs, tout, pour aller approvisionner des zones industrielles. Ça navigue en ville. Quand je vous ai montré dans un direct précédent l'estuaire du Vouri, les possibilités qu'il y a dans l'estuaire du Vouri pour naviguer, donc installer des grandes zones industrielles en rentrant pour arriver jusqu'à Edea. Est-ce que ça a été fait à part des mois en cours, tout ça? Est-ce que ça a été fait? Non. Or, sous Aïdjo, on était sur ce trend-là, sur cette tendance-là. Il y avait la politique d'aménagement du territoire. Le but était de créer des opportunités ailleurs qu'à Douala et Yaoundé. Aïdjo n'a jamais voulu une concentration de toi à Douala et Yaoundé. Ceux qui ont voulu une concentration, c'est parce que ça leur permettait de durer le plus longtemps. Parce que c'est très facile de contrôler deux grandes villes où il y a 80% de l'économie du Cameroun. Mais la conséquence de ça, c'est que l'afflux des populations, et même maintenant, ce n'est même plus seulement l'afflux des populations du nord et de l'ouest, du grand nord, du grand ouest, dans les villes comme Douala et Yaoundé, c'est aussi l'afflux des populations de la SEMA. Les gens qui fuient au Tchad, les gens qui fuient en Centrafrique, les gens qui fuient au Soudan, où il y a la guerre au Soudan, ils se déversent au Cameroun et ça va poser des problèmes. Il n'y a pas l'aménagement du territoire. Non. Sous Aïdjo, on avait le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. C'est pour dire qu'il y a une part institutionnelle. 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 Il y a des réformes institutionnelles qui doivent être faites dans notre pays. La manière dont vous composez le gouvernement, les attributs que vous donnez au gouvernement, vous ne corrigez pas les injustices en donnant le premier budget d'investissement des régions au Cameroun à la région du Sud. Ça, c'est des provocations. Ça ne va déboucher sur rien du tout. Ça ne débouche sur rien du tout. Il faut revenir aux fondamentaux. Et ça, ce n'est qu'un accord, une alliance économique qui n'est pas là pour frustrer les gens. Que demandent les populations de Douala aujourd'hui? Elles sont victimes du fait que beaucoup de populations arrivent et sont complètement noyées. C'est normal. Ça serait passé, le sentiment serait le même si c'était par exemple Bafoussam. Mais or, quand vous voyez le Cameroun a 475 000 km², pour loger 40 millions de personnes, mais il y a tellement d'espace. Il y a tellement d'espace. La ville, la région de sud-ouest a la possibilité d'avoir 5 grandes villes. Manfé, Pumba, Boya, Limbe, Tiko, 5 grandes villes. 5 grandes villes. Chacune de ces villes, minimum 1 million d'habitants, avec des opportunités économiques. Si vous faites un port à Tiko, si vous transformez Limbe en station balnéaire, si vous transformez Boya en centre de l'économie du savoir, si vous transformez Pumba en centre de transformation de l'agroalimentaire, et si vous faites de Manfé une zone industrielle pour produire et arroser le Nigeria, donc une zone tampon entre le Cameroun et le Nigeria, les 5 là, j'oublie Bakassi, avec le potentiel qu'il y a là-bas, 5, mais arrêtons-nous à 5. Vous casez 5 millions de Camerounais là-bas. Ça veut dire que la ville de Douala, qui aujourd'hui a 9 millions d'habitants, va perdre au moins 3 millions d'habitants. Yaoundé va perdre au moins 2 millions d'habitants. Je parle seulement du sud-ouest. Je ne suis même pas encore arrivé au nord-ouest. Je n'ai même pas encore parlé du nord-ouest. Je n'ai même pas encore parlé des opportunités dans le nord-ouest. Je n'ai même pas encore parlé des opportunités toujours dans le littoral, mais pas dans le Nkam. Moi, dans le Nkam, j'avais dit une fois à quelqu'un avec qui je discutais, quand j'étais à Washington, j'ai dit, dans le Nkam, on peut faire un hub énergétique comme ce que les Togolais sont en train de faire là. Un hub énergétique dans le Nkam. Je vais parler dans tous les détails. Mais on fait un hub énergétique dans le Nkam. Si vous installez un hub énergétique dans le Nkam, j'avais fait mes calculs, je suis économiste, c'est 400 000 emplois.
Si un emploi soutient un ménage et qu'un ménage, c'est 5 personnes, c'est 2 millions de personnes, c'est ça dans le cas, dans la ville de Yabassi. C'est un petit problème à résoudre. Le problème, c'est que les élites, ce ne sont pas des élites. Tous sont là pour leur ventre et pour leur panse. Et quand ils ont fini, ils sont dans les groupes WhatsApp, tous un ministre et tout, ils sont dans les groupes WhatsApp et ils payent des gens qu'ils envoient pour aller bavarder dans les télévisions. Quand ils ont fini de bavarder, ils viennent au ministère, on lui donne un peu d'argent, 100, 200 000, les gens comme le Didier Yimkwa, et on leur donne un peu de petits marchés là, etc. etc. Basement, c'est ça. Et quand ça se transpose dans l'espace public, nous en payons le prix. Mais sinon, les problèmes, ce sont des petits problèmes à résoudre. L'Alliance économique sous Aïdjo, c'était d'abord, comme j'ai dit, au plan institutionnel, le ministère du plan, de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire avec ses attributions dans l'allocation des ressources, dans les études économiques, dans le soutien aux hommes d'affaires. Donc, les soutiens aux hommes d'affaires, ça prenait la forme de subventions à l'économie, etc., réalisation des projets. Deuxièmement, Aïdjo avait un interlocuteur, c'était les Sarkifada, les Sissoko. Lisez Photo Victor, le chemin de Yala, vous allez comprendre comment Photo Victor racontait, comment Aïdjo avait un interlocuteur direct. Quand un homme d'affaires avait des soucis, il venait voir Sarkifada, Sarkifada étudiait le dossier et le portait à Aïdjo. Aïdjo tranchait en conseil des ministres pour que rapidement le projet sorte de terre. Donc les hommes d'affaires n'avaient pas besoin d'aller se faire bloquer, etc. Avaient sorti le M, tu veux rencontrer tel dossier au président, bon, il faut 1 milliard, etc. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Et une fois que cela est tombé, qu'est-ce que ça a donné? Tous les hommes d'affaires du Nord, là, ça n'existe plus. Moi, je vois Bayero Fadil. À l'époque, on disait, oh, la famille Fadil. Mais ouais, Bayero, moi, je vois Bayero Fadil maintenant au Nord, là. Il est là, il tient les mains des joueurs, il fait les photos. C'est fini. Il dit à Siri, tu as quel problème avec Mouel Nkombi? C'est ton frère, hein? Je rappelle qu'il est banane comme toi. Voilà. Belgique, 30 000 km², 11 millions d'habitants. Singapour, 734 000 km², 5 millions d'habitants. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un petit problème, c'est un problème d'aménagement du territoire. Mais les élites sont paresseux. Et c'est là que je dis à Don, si Kylian c'est le problème que j'ai avec Elie Bilobert, c'est qu'il est financé par, comme il n'a pas de travail, comme il n'a pas de qualification même d'ailleurs, donc il est financé par l'Intoné avec l'argent qu'ils ont volé, et il leur donne un peu d'argent. Hein, ils vont de la télévision des Dinali aussi, là où c'est leur maîtresse, je ne sais pas quoi. On leur donne aussi un peu, ils vont là-bas raconter des histoires. Est-ce qu'il y a un problème? Oui. Mais est-ce que ce qu'ils racontent là à la télé en attaquant les ennemis, oh, les Bamileke seraient gourmands de terrain, des choses comme ça? Non. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a une surconcentration de la population dans les villes de Douala et Yaoundé qui est effrayant. Moi, même si je rentre au pays, je n'ai pas envie de vivre à Douala et Yaoundé. J'ai envie peut-être d'aller vivre à Limbe. J'ai envie peut-être, si le calme revient au Nozo, j'ai envie peut-être d'aller vivre à Boya. J'ai envie peut-être d'aller vivre à Kumba. Ou même d'aller vivre en Konsamba si le calme revient, même à Melon. Parce que c'est invivable à Douala et Yaoundé. Mais qu'est-ce qu'on a fait en termes de la politique d'aménagement du territoire? Je dis à aider dans le triangle là. Si vous faites une zone industrielle là-bas, mais vous allez voir vous-même comment beaucoup de choses vont se déplacer de Douala et tout pour commencer à respirer. Et la route qui part de Edea jusqu'à Kribi, puisqu'il y a un port à Kribi, vous la faites en voie express, ça veut dire deux voies en montant, 2 voies en descendant. Rapidement, vous allez voir comment Douala va commencer à se vider. La population va commencer à venir vers Edea, une ville va sortir. Et si on a tracé la ville, rapidement, la ville, il y aura l'urbanisation là. Mais ça va faire respirer Douala. Pareil pour Yabassi. Je ne vous parle même pas du sud-ouest. Je vous dis plus mal le sud-ouest. Autour de Manfé, Kumba, Boya, Limbe, Tiko, 5 villes là, vous pouvez caser 1 million de personnes avec des emplois. Mais il n'y a pas de politique d'aménagement du territoire. Et vous pensez que qui va le faire? Si ce n'est les élites qui doivent s'asseoir pour passer un accord sur le développement de l'économie. Pour dire que si nous sommes aux affaires, voilà ce que nous allons faire en termes d'aménagement du territoire. Si demain matin, vous faites une route qui quitte de Loum pour arriver à Kumba,
Si demain vous faites une route, la ring road, qui part de Kumba pour arriver à Bamenda, mais ça change le visage de l'économie dans ces zones-là. Si vous réhabilitez la ligne de chemin de fer qui part de Douala pour arriver jusqu'à Kumba, ça change. Ça change beaucoup de choses. Il n'y a pas ce genre de réflexion. Quand on nous l'a dit, oh non, on a nommé tel, vraiment, non, le président a pensé, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'appelaient souvent de Washington, si moi je l'ai bloqué là parce que quand il parle, ah non, tu sais, il y a la non, il faut le chef tel, et on ne peut pas faire ça, nommer son enfant. Mais dans quel Cameroun? Non, pour vous, c'est une affaire de gâteau qu'on repartit, on donne pour les chefs, et leurs enfants, leurs femmes, les filles, leurs enfants, ceci, non, tel et tel enfant de Yang, finalement, c'est l'enfant de Tanem Mouna. Donc tu comprends, on ne peut pas le laisser comme ça, il faut toujours qu'on lui donne quelque chose. On ne peut pas compter sur cette élite-là. Il faut sortir. Il faut créer une autre chose. Et ça, c'est ce que les gens comme la Haïdjo avaient su faire. L'économie, la planification, l'aménagement du territoire, c'est important. L'aménagement. Le préfet n'était pas là pour interdire les manifestations ou pour brimer les élus et les chefs traditionnels. Ce qui entraîne les troubles comme dans le Nozo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joseph Wirba. Ce que vous appelez préfet là de SDO, ils se comportent comme des colonial masters chez nous. Est-ce que le président de ce pays, does the president of this country know that the SDO is like the colonial master? Donc, il prévenait déjà que ça va avoir, if you don't handle very well that problem, you will not recognize what you call Northwest and Southwest. Il l'a dit. Et il avait dit, that's part of my legacy. Et il l'avait dit. C'est rentré dans, c'est archivé au Congrès américain ici et au Parlement européen. Le discours de Joseph Wiba à l'Assemblée nationale. C'est archivé au Parlement européen et au Congrès américain. C'est dans les archives nationales des États-Unis. Sous Haïdjo, l'administration territoriale était là pour travailler avec le ministère de l'économie et de la planification pour remonter, pour qu'on puisse adapter les politiques publiques, économiques, l'investissement, etc., etc., l'investissement, les politiques d'éducation, de santé, etc., pour qu'aucun Camerounais ne soit left over, ça veut dire ne soit laissé sur le chemin, le trottoir. Ce n'est pas ce qu'on a retrouvé. Et il faut revenir à ça. Et pour revenir à ça, je crois moins au programme des partis politiques qu'aux élites qui s'asseyent pour discuter. Les affaires, maintenant, parlons de l'entrepreneuriat. Parce que là, on a parlé des politiques publiques, de l'entrepreneuriat. Sous Haïdjo, on a bien vu les politiques de Haïdjo. Haïdjo était conscient que pour que le Cameroun se stabilise, il fallait des emplois. Il fallait des emplois. Les emplois, les amis. Moi, je vois des choses incroyables en Amérique. Une entreprise est déjà en faillite. Je ne sais pas, ceux qui vivent en Amérique vont manger chez Chipotle, vont manger chez Red Lobster. C'est les entreprises qui ont fait bankruptcy. Ils sont en faillite, mais ce n'est pas fermé. Les portes ne sont pas fermées. L'entreprise ici ne ferme jamais. Même quand le gars dit je ne peux plus, il fait bankruptcy, ça dit qu'ils sont en faillite. L'État amène l'argent public pour continuer. Parce que les gens ont pris des crédits dans les banques pour acheter une maison. Ils ont pour envoyer leurs enfants à l'école, etc., etc. Il faut bien qu'ils travaillent, continuent à payer. Si ça s'arrête, la conséquence, les gens se retrouvent au chômage. Ils vont dire à la banque, je ne peux pas te payer, je ne veux pas ceci. La banque va commencer à passer des provisions de créances douteuses. Elle ne va plus, etc., etc. Ça va un effet boule de neige. Ça va s'enrhumer là dehors. Vous allez commencer à voir les enfants partir des quartiers, n'a rien avec les fusils à pompe pour aller braquer les magasins en centre-ville. C'est de ça qu'il s'agit. Pour aller braquer les magasins en centre-ville. C'est de ça qu'il s'agit. Or, dans notre pays, Haïdjo qui avait bien compris ça, avait pris soin de développer l'économie. Il y avait une philosophie. On ne percevait pas l'homme d'affaires comme étant un escroc. Sous Paul Biya, on perçoit l'homme d'affaires comme un escroc. Oui, parce que c'est lui qui a fabriqué ces escrocs-là. Je ne veux pas citer les noms pour ne pas faire de mal. Je respecte quand même les familles des gens. Mais vous les voyez tous. Les hommes d'affaires, la ligne 94, les gens qui vous vendent du carburant, voler la Sonara, etc., etc., etc. Ce ne sont pas des hommes d'affaires. Or, Haïdjo avait eu le mérite d'utiliser la subvention de l'économie. L'économie se subventionne. En Amérique, à cause de la doctrine ambiante, il y a des gens qui ont refusé de subventionner les semi-conducteurs. La Chine a commencé à subventionner les semi-conducteurs. Avant que l'Amérique ouvre les yeux, 60% du marché des semi-conducteurs était aux mains de la Chine. 30% étaient aux mains de Taïwan et 10% étaient aux mains de l'Américain.
Les Américains ont mis massivement l'argent sur la table pour subventionner les semi-conducteurs. Aujourd'hui, ils sont déjà montés à 40%. Taïwan à peu près à 15% et la Chine à 45%. Leur but, c'est d'inverser la tendance. On subventionne l'économie. Aïdjo subventionnait l'économie. Il subventionnait les hommes d'affaires. Il leur donnait des crédits. Il leur donnait des subventions. Il leur donnait de l'argent public. On avait les banques d'investissement public. Ça n'existe aucun pays développé au monde qui n'ait pas de banques publiques pour financer l'économie. Ça n'existe pas. Les banques privées qui prennent les titres fonciers des gens pour pouvoir donner des crédits. Ça n'existe pas. Regardez le direct que j'ai fait hier soir pour le Burkina Faso. Vous allez comprendre. Je vous dis que ça n'existe pas un pays au monde qui n'ait pas de banque publique. Le problème des banques publiques au Cameroun, bon, vous connaissez, vous pouvez regarder sur ma plateforme. Paul lui a créé le crédit agricole, il a donné ça à la famille Tchungi. Bon, on ne sait pas ce que c'est devenu. Et après, il crée la banque des PME, il a donné ça, ça finançait seulement les marchés publics. Est-ce qu'il y a une étude de faisabilité? Quand vous posez la question, on dit, oh, il n'y a pas eu maturation des produits, mais pourquoi on a créé alors si on n'avait pas fait la maturation? Comment on a fait la maturation? Non, ce n'est même pas les programmes politiques. Parce que l'homme politique, dans les pays comme les pays anglo-saxons, là, les populations croient plus aux accords et ils imposent les accords aux politiciens. Chez nous, on dit non, 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 vraiment, non, c'est Jésus, hein, c'est le Messie, non, il va tout changer. Vous ne pouvez pas croire à un homme. Never trust someone. Ça n'existe pas les accords politiques. Non, c'est comme ça. Ça n'existe pas les accords politiques. Ça n'existe pas les accords politiques. Non. Il faut vraiment que ça change dans notre pays. Il y a beaucoup de choses. On ne pourrait pas tout dire. Hein, le direct est long. Moi, j'ai envie de regarder le match là qui est maintenant dans moins d'une heure. Et donc, j'aurais fait ça. Vous avez, quand vous prenez, on va bien expliquer ça avec Jean-Pierre Dupont, par exemple. Aïdjo repartissait. Quand les Bamileke, par exemple, importaient le vin et le champagne, par exemple, bon, je ne voulais pas dire ça parce que tout si on va dire, bon, voilà, c'est l'affaire des Bamileke. Non, ce n'est pas ça. Parce que mon accord, c'est les grands silences de Septentrion. On peut dépasser ce qu'Aïdjo faisait. Mais il y avait ça. Par exemple, les nordistes importaient le riz. Par exemple, la minoterie au Cameroun, Aïdjo donnait peut-être les licences. Les nordistes faisaient la minoterie, mais les grands grossistes, la minoterie et les boulangers, c'était les Bamileke, par exemple. Par exemple, quand le père, là, l'étonne, là, qui avait, comment il s'appelle, prisonnier, Tébéla, voilà, Tébéla. Lisez l'histoire de Tébéla. Moi, j'ai connu ses enfants en France. Lisez l'histoire de Tébéla. Il vous disait, voilà, avant de faire quelque chose, quand il ouvrait prisonnier à Yaoundé, il disait, bon, les autres ne peuvent pas faire ceci, etc. Il installait déjà prisonnier. Je ne sais plus si la chaîne prisonnier existe encore en France. Il installait déjà prisonnier au Cameroun. Et prisonnier commençait à prendre un envol, ça se développait, les Tébéla. Il installait le système de cars, etc. Il y avait une répartition un peu des territoires pour que les gens ne se fassent pas une concurrence bête et stupide. Et l'État subventionnait en disant, toi, prends l'argent, fais ceci. Et il recherchait. Et moi, j'ai souvent discuté, même quand j'allais avec les parents dans les chefferies à l'ouest, j'entendais ça, et même au nord-ouest. Ils disaient comment Aïdjo les faisait venir, ils venaient les voir la nuit. Les rois de l'ouest, là, ils les disaient, bon, voilà une feuille de papier, voilà, prends la feuille de papier là, mets-moi 10 noms là, qui sont des enfants de ce village, que tu crois que c'est des gens dynamiques, qu'il faut les soutenir pour qu'ils fassent des affaires et qu'ils donnent des emplois aux Camerounais. Quand le chef donnait les 10 noms, Sarkifada recevait les gens là, avec Sissoko, ils discutaient, etc. Quand ils trouvaient un accord, ils leur donnaient des devises pour qu'ils aillent lancer des affaires, construire des hôtels, créer des chaînes de boulangerie, etc., etc. Et l'économie se portait bien. Ça créait des emplois. Vous n'avez pas les femmes camerounaises qui étaient les champions du monde de la prostitution en Europe, à Dubaï, etc.